minute de silence a été observée ce soir sur tous les stades de football. Une minute à la mémoire de Douadi Atou, décédé à l'âge de 22 ans après avoir reçu un coup de fusil à la sortie d'un stade à Drancy. Toutes les rencontres de la Ligue de Paris ont été purement et simplement annulées, y compris les matchs amicaux. Bonsoir, voilà pour cette minute de silence. Et puis je voulais vous présenter le badge qui émane du ministère de la Jeunesse et des Sports, le badge pour l'esprit sportif. Puisse-t-il être avec vous tout au long de l'année sur tous les stades, quels que soient les sports. On en vient à cette 26e journée du championnat de France de première division avec 8 matchs au programme de jour de foot. Lens-Bordeaux, c'est pour demain en direct à 18h15 sur Canal. Quant à Nantes-Martigues, il a été reporté en raison des conditions météo sur le stade de la Beaujoire. La pelouse est impraticable. On débute avec un Sochaux-Saint-Étienne et une situation qui devient quasiment inextricable du côté de Sochaux. L'équipe de Santini pointe à la dernière place du classement. Elle n'a pris qu'un point lors des 7 dernières journée de championnat, 1 point sur 21 possible. Et ce n'est pas le souvenir du match aller à Geoffroy Guichard qui va rassurer totalement les Sochaliens. Avec cette cuisante défaite 4-0, un but sur pénalty de Blanc, un but de Roland Wolfart de la tête, un deuxième but de Wolfart après qu'il ait été félicité par Moravchik, un deuxième but de l'Allemand Wolfart. Le score 3-0, la défense sochalienne est totalement absente et un quatrième but inscrit par Titi Camara après une première tentative de Despero. Cassar repousse. Camara a bien suivi. Alors pour se rassurer du côté de Sochaux, on peut toujours se dire qu'en ce moment, les Verts n'ont rien de terrifiant. Ils sont très peu à l'aise à l'extérieur. 0 victoire, 4 résultats nuls, 8 défaites et 5 buts marqués seulement. Autrement dit, pour Sochaux, c'est vraiment l'occasion ce soir de redécoller. Philippe Genin. Voilà 2 générations, Santini père, entraîneur de Sochaux, et Santini fils, joueur de l'AS Saint-Étienne. De l'émotion dans les yeux, d'autant que les grands-parents du jeune Stéphanois sont ce soir au Stade Bonal. Mais sur la pelouse, ce sont 2 équipes qui s'affrontent avec un premier avantage de Stéphanois. Récupération du ballon de Lanier qui frappe et première intervention de Cassar. Sochaliens et Stéphanois vont se chercher durant 10 minutes jusqu'à ce que Baudry récupère ce ballon. Baudry pour Prat. Prat décale Vos. Vos s'enfonce. Frappe de Vos et parade de Coupé. Laurent Blanc détourne. Attention à Baudry qui récupère, qui frappe. Mais c'est à côté des buts de Coupé. Mais toutefois, l'intervention de Grégory Coupé était superbe. Sochaux domine toujours. Petillon hésite et c'est Prat qui s'enfonce. Frappe de Prat à côté des buts de Coupé. Mais regardez sur ce ralenti, Grégory Coupé détourne le ballon en corner. Sochaux maîtrise le jeu jusqu'à cette réaction verte. Avec le ballon pour Camara. Camara sur la gauche, frappe, le ballon est détourné, intervention Cassar, une frappe de Titi Camara qui a bien failli prendre à contre-pied Cassar. Il reste encore un quart d'heure de jeu dans cette première période et c'est Sochaux qui a repris la direction des opérations à l'image de Blanc. Blanc s'enfonce, frappe de Blanc, Grégory Coupé est battu, 1-0 pour Sochaux. Coupé s'en veut, c'est vrai que sur cette frappe de Prat avec rebond et effet, il ne peut se saisir du ballon, un ballon qui lui glisse totalement entre les mains. Cinq minutes plus tard, les Sochaliens sont euphoriques. Chefchik sur la droite, centre. À la réception, Henk Vos. Vos se décale, centre à nouveau. Et c'est l'ex-stéphanois Philippe Cuervo qui reprend. 2-0 pour Sochaux. Philippe Cuervo avait marqué déjà un but lors de la première journée. L'homme est heureux, il vient de marquer face à son ancien club. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. Seconde période, Sochaux est toujours maître du jeu. Débordement de Weber, centre et c'est Prat qui reprend au-dessus des buts de Coupé. Des Sochaliens qui maintenant laissent le jeu aux Stéphanois. Des Stéphanois à l'image de Guerville qui doivent tenter des choses tout seuls. Claquette de Cassar au-dessus. Superbe frappe, mais quelle envolée de Cassar. Les Sochaliens doivent quand même se méfier de Saint-Étienne. Récupération Ziadi pour Camara. Camara face à Cassar et c'est Cassar qui aura le dernier mot. Camara est déçu. Saint-Étienne vient de perdre 2-0. Quant aux Sochaliens, à l'image de Philippe Cuervo, eh bien ils sont heureux. Les Sochaliens n'avaient plus gagné depuis la 18e journée. Voilà une victoire extrêmement importante. Quant au Verts, leur prochain adversaire, ce sera Nantes à Geoffroy Guichard et ce sera en direct sur Canal.
Ouais, le même soir, il y aura en direct sur Canal Paris Saint-Germain-Lyon. C'est effectivement la première victoire de Sochaux depuis le 19 novembre. C'est la première victoire de Jacques Santini en tant qu'entraîneur de Sochaux. Monaco-Le Havre maintenant, c'est la bonne et la mauvaise surprise de ce championnat. Monaco, c'est la mauvaise. Monaco est 10e du classement, a pour le moment 7 points de l'Europe. C'est beaucoup trop. Alors l'équipe de Jean-Luc Ettori ne peut même plus compter sur la Coupe de France après l'élimination face à Poitiers. Reste seulement la Coupe de la Ligue. Alors l'équipe du Havre, ça c'est la bonne surprise de ce championnat. 20e et dernier après 6 journées. Les Normands sont aujourd'hui 9e à 5 points seulement de l'Europe. Et ils restent sur une très bonne série. Ils viennent de prendre 15 points lors des 6 dernières journées de championnat. Monaco-Le Havre, Stéphane Guy. Cet homme a faim. Emmanuel Petit n'a plus joué en championnat depuis le 2 décembre dernier face à Lyon. Sa cheville lui laisse ce soir un instant de répit. Alors il reprend place au milieu d'une équipe dont il dit qu'elle doit réapprendre à souffrir. Le dernier entraînement en a apporté la preuve. Avec Petit, Monaco retrouve un meneur. Meneur de troupe s'entend car pour le jeu, c'est Djorkaeff qui s'en charge. Franc très bien placé à son initiative. Franc pour un gaucher, Emmanuel Petit s'y colle, ça frappe autour de le mur, mais Revaux assure et rassure des Havrais qui réagissent. Tilico, la gauche donne un retrait à De Lucas. Centre pour Caveglia, l'acrobate était en jeu. Premier bon mouvement collectif des Havrais, le second dans la foulée est initié par Bertin. Bertin qui se présente seul face à Pifto, qui se plonge parfaitement dans ses pieds. C'est clair, la confiance pousse les Havrais à oser. Ils n'ont, il est vrai, perdu qu'un seul de leurs 16 derniers matchs. Monaco s'en remet en cette première période au coup de pied arrêté sur ce corner de Petit, tête de Madar, prolongé par Blondeau, puis Thuram se jette, Revaux intervient avec fermeté. Nouveau corner pour l'équipe de Monaco côté Djorkaeff cette fois. Le ballon s'élève, tête parfaitement croisée d'Anderson. Revaux n'a pas esquissé le moindre geste pour le 5e but de la saison du Brésilien. Enthousiasme modéré dans un Louis II déserté ce soir. Monaco mène pourtant et s'offre une nouvelle occasion, une nouvelle chaleur, même juste avant la mi-temps. Servi par Dimeco, Djorkaeff s'enfuit, Delaunay est planté, Revaux n'hésite pas, il met les deux jambes pour écarter le danger. La cloche vient tout juste de sonner la reprise que déjà la jeune classe havraise entame sa cogitation. Son meilleur élève, Caveglia, demande le premier la parole et l'obtient. Le reste tient de la démonstration. Pifto ne peut que retenir la leçon. On joue depuis moins de 2 minutes et le Havre s'est déjà joué d'une défense handicapée par l'absence de Dumas ce soir. Prendre les espaces, les Havrais savent faire. Cette fois, Lagrange Chicole, servi par Dory, face à face avec son ancien partenaire Pifto. Accrochage conclut M. Chéron et 5 minutes seulement après son premier but, le Havre obtient un pénalty. L'exécuteur maison s'appelle Alain Caveglia, la frappe est placée et appuyée, 15e but de la saison pour Alain Caveglia, dont Guy David apprécie l'humilité. Une fois encore, voilà Monaco placé dos au rocher. Valéry déborde sur son centre. Reprise de volée de Djorkaeff. Excellent réflexe de Revaux. Il se replace aussitôt. Bien vu, il doit à nouveau intervenir sur le fil du rasoir. Revaux, une fois encore, excellent ce soir. Illustration de son talent sur cette frappe d'Anderson, particulièrement vicieuse. Des occasions, Monaco n'en manque donc pas. Reste à trouver un goléador pour transformer les centres de Dimeco. Blondeau s'y emploie et Revaux reste intraitable. Avec un tel gardien, le Havre peut voir loin, voir l'Europe par exemple. Caveglia, Dory et Lagrange, victorieux cette semaine à Bordeaux et à Monaco, vont bien finir par y penser. Place dans la course au buteur, il est aujourd'hui 2e avec 15 buts. 15 buts sur les 32 inscrits par le Havre depuis le début de la saison. Caveglia, c'est monsieur 50%. On va retrouver en direct du stade Louis II un homme certainement heureux, c'est Guy David, l'entraîneur du HAC. Bonsoir Guy. Bonsoir Thierry. J'ai même pas envie de vous demander comment ça va forcément très bien après cette grande semaine, non? Forcément, quand on a quelques résultats là, depuis une série, évidemment la confiance est là. Guy, on était en train de dire que finalement, il était presque temps maintenant pour le Havre de penser à l'Europe. Oui, mais enfin, il y a des paradoxes que je comprends mal. En ayant battu Bordeaux dernièrement, qui se retrouve avant le match de ce soir devant nous, bon, on pensait que pour Bordeaux, l'Europe n'est plus possible, alors qu'on nous en parle à nous aujourd'hui. C'est un petit paradoxe, je crois qu'on n'a pas à s'enflammer. Nous connaissons énormément nos possibilités, nos qualités, nos progrès sans doute. Mais enfin, nous restons dans la raison. Guy, vous avez été inquiet après 6 journées de championnat. Je le rappelais tout à l'heure, vous étiez 20e et dernier du classement. Mais je me souviens qu'à l'époque, même Michel Platini, qui vous a vu jouer une fois, disait « Pas de problème, c'est une équipe de grande qualité ». Vous avez douté?
Non, parce que ce qui nous a surtout véhiculé, c'est la qualité de ce groupe. Ce sont des garçons qui sont d'une fidélité au travail exceptionnelle. Il y a une qualité dans l'abnégation, dans la solidarité de groupe, et puis techniquement, nos progrès sont là. Je crois que notre niveau technique s'est amélioré par rapport à l'année dernière, et nous avons encore à confirmer pas mal de choses. Guy, vous êtes en course en championnat pour une place européenne, vous êtes qualifié en Coupe de France, qualifié en Coupe de la Ligue. C'est pas un petit peu trop tout ça? Ça fait beaucoup par rapport au groupe dont nous disposons. Nous n'avons pas le luxe de faire des mouvements de groupe pour épargner certains joueurs. Ce soir, Dorasso a été épargné, justement pour essayer de prévoir, mais pas dans une quantité suffisante. Il est très difficile de gérer cette affaire-là. Guy, en tout cas, on est très heureux pour vous. On vous souhaite bonne chance pour la fin de la saison qui s'annonce très belle pour Le Havre. Et puis regardez, ce match entre Bastia et Nice, ça ne vous concerne plus directement puisque c'est un match de bas de tableau entre une équipe qui est pour le moment relégable, c'est l'équipe de Bastia, alors que l'autre se sauve de justesse pour l'heure. Il s'agit de Nice. Alors à Bastia, c'est la grande rentrée du défenseur. Gilles Leclerc, victime d'une rupture du tendon d'Achille au mois de juillet dernier. Ça va être son premier match de la saison en première division. Il avait quand même participé à la qualification à Nantes en Coupe de la Ligue avec Bastia. Et puis hier, il a fêté ses 28 ans. Bastia-Nice, Christian Delcourt. Avec l'absence de De Wilder, Bastia avait besoin d'un patron en défense. Et Gilles Leclerc, match autoritaire et décidé, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce ballon mis en touche à la 6e minute est joué rapidement. Et dans un match de la peur comme celui-là, la moindre hésitation peut être fatale. Chaouch opportuniste sur cette déviation de Sanjak. 1-0, ce n'est pas une supposition mais bien une confirmation. Chaque hésitation, chaque erreur se paye au prix fort. Dans ce match que l'on intitulera donc le salaire de la peur, le décor est planté. Et planté, il le faut désormais à tout prix pour les Bastiais. Les Corses trouvent seulement leur marque après 20 minutes de jeu et dans le rôle du justicier, Cyril Rolle, tout simplement. Et tout le camp niçois tremble sur cette action, la barre y compris, mais le but n'est pas atteint. La panique, elle, fait donc son apparition, sournoise et inquiétante. Nice s'affole, mais ne rompt pas. Les aiglons transpirent à grosses gouttes, encore un peu plus sur cette tête de Casanova. Vous l'avez compris, la peur, avec désormais un grand P majuscule, a totalement envahi la bande de Letizy. Letizy qui va de nouveau être inquiété sur ce centre de Van de Castel, dévié au dernier moment. En politique, on parlerait de peur de la droite, mais nous n'en sommes pas là. Pourtant, la politique bastiaise est bien axée sur ce côté. Ziani, dans le rôle de l'agitateur public numéro 1, et Van de Castel, dans celui de l'égalisateur. La campagne des mal classés bat son plein. Après 28 minutes de débat, Bastia et Nice doivent repartir de 0 à 1 partout. Après s'être calmé dans le dernier quart d'heure de la première période, les esprits se réchauffent dès la reprise et la peur de la décision arbitrale s'empare alors des Corses. Pénalty ou non sur ce tacle de Moracchini sur Collet? La réponse de l'acteur arbitre, le célèbre Monsieur Léon, c'est non. Rapide passage de l'autre côté avec Souma qui ne s'envole pas vers sa Guinée natale. Direction la terre promise, mais c'est bien connu, les plus belles promesses ne sont pas toujours tenues. Des promesses, toujours des promesses, celle-là n'est pas mal non plus. Avorté une fois encore avec le pied droit de Martin au départ. Bastia est euphorique et Rodriguez montre aussi qu'il a du cœur sur cette action. Mais pas de réussite malheureusement. Letizy n'a pas troublé cette fois-ci. Nice est dominé dans tous les compartiments du jeu. L'affolement est devenu général et Souma en remet une petite dose. Mais Nice tient bon. Le Nice d'Albert Raymond tiendra en fait jusqu'au bout. Mais attention à cet ultime frisson, celui de la dernière seconde. Une tête de Casanova sur le poteau. Épilogue de ce long métrage de 90 minutes pleines, le salaire de la peur. 9e but cette saison pour Mohamed Chaouch qui a inscrit 7 des 10 derniers buts de son équipe. Bon résultat nul donc de Nice à Bastia. Strasbourg-Montpellier maintenant. Alors sur la foi des statistiques, c'est une rencontre qui doit forcément se terminer par un résultat nul. En effet, Montpellier, depuis 3 mois et lors des 5 derniers déplacements, alterne de façon très régulière des victoires et des résultats nuls. Et puis d'un autre côté, Strasbourg, eh bien, depuis 3 matchs à la Méno, depuis 3 matchs à domicile, eh bien, Strasbourg a concédé 3 résultats nuls face à Lille, Saint-Etienne et Rennes. On vous l'a dit, statistiquement, Strasbourg-Montpellier, résultat nul. Stéphane Lippert.
Elle est terrible. C'est qui ça? Et en guise de bienvenue, Louis Nicolin, grand collectionneur, a reçu la photo de l'équipe de France de 58. Un cadeau offert par Raymond Kaelbel, un des héros de la Coupe du Monde suédoise. Ah oui, c'est ancien, hein? Ça me fait demander. Oui, oh. Malgré sa quarantaine de sélections, Sauzet n'a jamais disputé de mondial. Les coups francs, en revanche, il connaît. Et première alerte pour Flukinger. Sauzet replacé par Jean Dupeux au milieu du terrain. D'hiver au repos, Sanchez sur le banc. Montpellier a musclé son entrejeu, mais les Alsaciens parviennent à le perforer. Frappe de Mostovoy, Flukinger s'empare du ballon en 2 temps. Le gardien de Montpellier a évolué 3 ans à Strasbourg. Le ballon était passé entre les jambes de Loret. Mis à l'écart ces dernières semaines, Bruno Alicart veut prouver qu'il reste un des défenseurs les plus rapides du championnat. Les débordements, c'est son point fort. Centre dégagé par Wenzel, la tête de Lefebvre et première intervention du gardien strasbourgeois. Strasbourg domine sur un rythme soutenu, mais par séquence, on retrouve le Montpellier de la saison dernière. Débordement de Bonicel pour la tête de Jaffo et grosse frayeur pour Strasbourg à 5 minutes de la pause. La réplique est immédiate. Gravelaine pour Mostovoy, feinte, il va frapper. Retour in extremis d'un défenseur. Geste magnifique du Russe. Et le retour de Derzakarian a été déterminant. La deuxième période vient de reprendre. Corner, Régis surgit et c'est le poteau qui sauve Montpellier. Le ton de cette deuxième mi-temps est donné. Mais les Blancs ne s'en laissent pas compter. Carotti, par exemple, auteur d'un but au match aller, sur cette frappe puissante, il manque de récidiver. Et puis c'est le coup de théâtre pour cette faute assez bénigne sur Goel. Alicart hérite d'un deuxième carton jaune. Montpellier jouera les 35 dernières minutes à 10. Et l'instant qui suit, le danger revient sur le bout de Montpellier. Goel pour Gravelaine, bien placé. Il se heurte à Flukinger. Une sortie peut-être décisive du gardien des Blancs. Reste un quart d'heure et Bonicel décide de faire la différence sur son côté gauche. Un grand pont suivi d'un centre parfait pour Jaffo. Le contrôle laisse à désirer. C'était peut-être bien la balle de match. Et la défense alsacienne laisse des boulevards. Sanchez avait marqué l'an passé le seul but du match à 10 minutes de la fin. Cette fois-ci, il rate la cible. Score final 0-0. Strasbourg concède son 4e match nul consécutif à domicile. Michel Mézières est heureux, les statistiques ne nous ont pas trompés. Match nul entre Strasbourg et Montpellier. Auxerre-Caen maintenant, c'est le 2e match consécutif d'Auxerre à domicile après la belle victoire obtenue face à Cannes 3-0. Alors Auxerre ce soir accueille une équipe de Caen qui est en difficulté et qui reste sur une bien mauvaise série. Une seule victoire lors des 6 dernières journées de championnat et 2 buts marqués seulement. Auxerre-Caen, Denis Balbir. En ces temps difficiles, Caen manque de confiance. Il est vrai que les Normands n'ont jamais ramené de points de Bourgogne. Cela n'empêche pas Anderson, Huisman et les autres de tenter l'aventure sur Fabien Coul, qui arrête comme il peut ce bon tir de Huisman 27 ans avant-hier. Dangbeto lance encore Huisman qui fait son retour dans l'équipe. Sylvestre à terre, c'est un centre pour Anderson. Bien dosé, mais dans le petit filet. Il est vrai que le ballon était freiné. Anderson, orphelin de Simba ce soir, Simba remplaçant. Saïb secoue ses partenaires, un peu avare de solutions. Lasland en remiseur pour Martins face à Dutruel. Et réflexe éblouissant du gardien normand. Superbe détente. Et à contre-pied Dutruel, il peut éloigner la balle. Sylvestre tient bien Anderson en général, mais il y a des exceptions. Comme là, le Suédois s'avance et rate sa frappe. Anderson qui paraît se décourager au fil des minutes. Veyrua finalement à la place de Diomède blessé ce soir. Tête de Lasland, on l'a vu. Mais Dutruel parade encore. On change de côté avec Cool, l'autre gardien sur ses gardes. Corner. Le ballon revient. Violent tir d'Etamé sur la barre. Jean-Jacques Etamé était bien placé, tout comme Lièvre. Etamé qui a fini de payer une suspension de 4 matchs. Et on voit que le ballon de Lièvre était détourné par Alain Goma. Rival maintenant à la manœuvre. De devant vers Anderson. À la lutte avec Sylvestre. Monsieur Harel siffle dans les arrêts de jeu ce pénalty. Sylvestre
accroche le Suédois, ou du moins a l'intention de le faire. Et Kenneth Andersson s'écoule. Kuhl s'encourage. Andersson qui transforme ce penalty, inscrit son 8e but de la saison. Kuhl avait pourtant été excellent lors de la séance des tirs au but en coupe contre Lens. Mais contre-pied parfait. Forcément, Giroud a des soucis. Le danger vient toujours de la gauche depuis quelques minutes à Auxerre. Martins a servi Veirua face à Dangbeto. Dangbeto passé, centre de Veirua et tête de Lastant complètement seul. 11e but de Lilian Lastant cette saison. Veirua dépose littéralement la balle sur la tête de son avant-centre. Un Lastant au top actuellement. Les Auxerrois s'encouragent et en plus malheur pour Caen. La formation de Mankowski perdra Andersson pour ce geste plus maladroit que méchant. Après que M. Harel eut déjà exclu Dangbeto, mais à 9, Caen ramène le premier point de son histoire à Auxerre et son 3e nul à l'extérieur. Auxerre, on est à 13 résultats nuls en 26 journées. L'Asland, lui, vient de marquer 3 buts en 3 jours. C'est pas mal. Cannes-Rennes maintenant avec une défaite interdite pour l'équipe de Safet Suzic qui ne prend plus de points à l'extérieur et qui doit absolument gagner maintenant à domicile pour préserver une 4e place européenne. Alors à domicile, Cannes peut s'appuyer sur une défense intraitable. Le Masson, le gardien de but, n'a pas encaissé le moindre but depuis 291 minutes, depuis que Loco avait offert la victoire à Nantes lors de la dernière journée des matchs allés. Et puis Rennes en ce moment n'a vraiment pas trouvé la bonne carburation à l'extérieur. C'est le moins qu'on puisse dire. Un tout petit point pris seulement lors des 7 derniers déplacements. Cannes-Rennes, Pierre-André Lacou. À Dick Côte, le capitaine motive son équipe à l'heure de l'échauffement. Une petite réunion improvisée qui fait suite à celle d'hier avec tous les dirigeants, histoire de faire entrer dans tous les esprits que l'heure n'est plus au faux pas pour ce match contre Rennes. Sous le regard d'Yvon Leroux, ex-breton maintenant sur la côte. Première tentative cannoise après quelques minutes de jeu. Reprise de Kader Ferraoui directement sur Rousseau. Cannes essaie de dominer, mais attention aux Rennais qui essaient eux de construire dès qu'ils le peuvent. Ballon à Gourvenec sur l'aile droite qui centre vers le 2e poteau. Reprise de Pierre-Yves André et but. Rennes ouvre le score dans un stade de Cannes qui reste sans voix. Pierre-Yves André, après 10 minutes de jeu, saute plus haut que tout le monde pour de la tête trouver le passage et inscrire là son 4e but de la saison. Sur la remise en jeu, Cannes tente tout de suite de réagir. Centre de Raschke et tête d'Orlaville qui passe de peu à côté. Corner pour Cannes, un peu plus tard tiré par Bedrossian. Reprise de Côte, sauvé on ne sait trop comment. L'arbitre n'a pas sifflé pour Rousseau et pour Fougier. En tout cas, ça se joue à quelques centimètres seulement. 0-1 pour Rennes à la mi-temps. Cannes doit revenir au score et s'y emploie en seconde période. Tir de Mikou que Pascal Rousseau repousse du bout des doigts. C'est l'une des rares occasions abouties pour l'équipe de Cannes qui domine mais qui n'arrive pas à contourner la défense très solide de Rennes. Nouvelle tentative pour Cannes sur ce corner. Ballon repoussé vers Ampar Zoumian, 20 mètres, qui a tiré. La reprise d'Ampar Zoumian du gauche a buté encore une fois sur Pascal Rousseau. Cannes est de plus en plus dans le camp rennais, 5 minutes encore à jouer. Et attention au contre rennais, ballon pour Gourvenec. La défense de Cannes revient bien. Gourvenec est obligé de tirer de loin sur le Masson qui exhorte ses camarades à aller de l'avant encore une fois. Et justement, on retrouve le gardien de Cannes qui joue le tout pour le tout dans les toutes dernières actions. Corner qui ne donne rien, mais qui démontre à l'image de Le Masson la volonté de Cannes d'égaliser dans ses toutes dernières actions de la rencontre. Nouvelle tentative maintenant avec Vieira qui tire directement sur Jensen. C'est un corner avec toujours Le Masson très présent qui touche de la tête le dernier ballon pour son équipe. Cannes cependant est battu 1-0 sur son terrain. Et championnat et Coupe de France confondus, c'est la 3e défaite subie par Cannes cette semaine. Oui, 3e défaite à domicile en championnat pour Cannes, alors que Rennes en est à sa 3e victoire à l'extérieur et a mis fin à une mauvaise série.
Metz, Paris Saint-Germain. Maintenant, attention, l'équipe de Metz est très difficile à jouer au stade Saint-Symphorien. D'autant que ce soir, le Paris Saint-Germain est privé de Weah, retenu avec l'équipe nationale du Libéria, et privé également du malheureux Ricardo, victime d'un nouveau claquage. Alors d'un autre côté, les champions de France ont quand même des atouts. Ginola est en forme, il est redevenu le buteur numéro 1 du club en championnat. Et puis il y a Alain Roche qui va fêter ce soir son 300e match en première division. C'est quand même un super chiffre pour un jeune garçon de 27 ans qui a joué au plus haut niveau depuis 10 ans. Au plus haut niveau, la preuve, 3 titres de champion de France, 3 Coupes de France et 18 sélections en équipe de France. Roche, aujourd'hui, capitaine du Paris Saint-Germain. Metz PSG avec Philippe Bruet. Alain Roche, visage fermé. Thierry, c'est pas pour cause d'anniversaire, c'est simplement parce que Roche, comme les Parisiens, sont concentrés dans un match où ils savent qu'ils sont attendus par toute la Lorraine. Les premières minutes sont parisiennes, avec David Ginola pour un crochet réussi. Le centre n'est pas mal, mais personne pour le cueillir. Un rappel, alors que Roy applaudit, Weah n'est pas là. Le Paris Saint-Germain mène le jeu dans ce premier quart d'heure avec Guérin pour Nouma qui s'arrache et qui frappe. Ça passe pas loin du poteau gauche de Songo. Au ralenti, Nouma qui embarque Pascal Pierre et ensuite regardez, la frappe en tout cas au départ est puissante et ce ballon va très très vite. Metz vient ici se décontracter un peu avec Pouget pour David Zitelli. En pleine course, c'est la frappe et c'est la première réelle intervention de Lama après 20 minutes. Pouget encore en duel avec Dieng. Un ballon qui va être centré très haut. Duel Zitelli-Comboiré. Zitelli est à terre, il fait un petit signe. Penalty ou pas? Avec un bras droit de Comboiré sous la gorge de Zitelli. Ensuite, le Lorrain à terre, mais M. Ramos laisse jouer. On est reparti avec Lang pour un centre pour Pouget cette fois, qui voulait jouer à la main. C'est net. M. Ramos là aussi était bien placé et carton jaune, mais sans rancune, 0-0 à la deuxième période avec Rai pour Nouma qui va frapper dans la surface et qui, vous l'avez vu, a glissé au moment d'armer sa frappe. Il a glissé, mais il était rejoint aussi par 2 défenseurs de Metz. Metz qui joue beaucoup plus offensif maintenant. Pires. Zitelli qui a eu un petit coup d'œil, est dans le dos, qui vient de servir. Pouget dans la surface, frappe impeccable. Et Metz ouvre le score face au Paris Saint-Germain. Cyril Pouget est élancé. Personne ne pouvait l'arrêter sur ce ballon. Songo applaudit. Il a tout vu avec un ralenti qui confirme la course et la frappe parfaite de Cyril Pouget. Pouget qui dans ce match maintenant est intenable. C'est lui qui est lancé une nouvelle fois là-bas. Il a Roche face à lui. Rampon, Pouget dans la surface qui sert Vercruis qui va frapper pour marquer. Non, c'est Vincent Guérin qui sauve le Paris Saint-Germain. Metz qui a le moral, Metz qui continue d'accélérer. Il y avait Castendoch là tout près du rond central, c'est parti de lui. Vercruis pour Castendoch et sauvetage in extremis de Bernard Lama. Et Metz encore dans les 20 dernières minutes avec Vercruis pour Pouget. Lama est lancé, Pouget est à terre. Monsieur Ramos sans hésiter désigne le point de pénalty. Vous voyez Lama qui est sonné pour cause. Pouget retombe sur lui. Les Parisiens ne rouspèteront pas, mais ils ne pourront rien faire sur ce pénalty de Castendoch. 2-0 pour Metz. Cette fois, l'oreillette de Luis Fernandez ne sert plus à grand chose, même si le PSG tente de revenir et la Nouma qui inquiète un peu son go, ça ne change rien. Victoire logique 2-0 pour des Messins très volontaires, à l'image de Cyril Pouget. Bien joué les Messins, et c'est la 2e défaite consécutive du Paris Saint-Germain à l'extérieur après celle concédée au stade de Louis II à Monaco. Il nous reste un match de première division à suivre, c'est ce Lyon-Lille avec une équipe de Lyon qui réussit un sans faute à domicile à Gerland en championnat, car il faut mettre de côté la petite faute effectuée face à Angers en Coupe de France, parce que battre Olmeta ou Breton en championnat et à Gerland, ça relève vraiment maintenant du miracle. Regardez, 4 buts encaissés seulement par l'équipe de Jean Tigana à Gerland depuis le début de la saison, un but de Chifo lors de la 2e journée. Monaco sera quand même battu 3-1. Un but lors de la 11e journée d'Yves Mangione pour Nice. Nice obtiendra le match nul, un but partout face à Lyon.
15e journée maintenant, but de Valdeir. Et Bordeaux obtiendra également un résultat nul à Gerland. Cette fois, c'est Breton qui était dans les buts à la place d'Olmeta. Et le dernier but encaissé à Gerland, 23e journée, but de Koznikou. Et Cannes devra s'incliner 3 buts à 1. Alors que peut bien espérer une équipe de Lille dans ces conditions? Une équipe qui n'a pris que 4 points en 13 matchs joués à l'extérieur. Et une équipe qui n'a marqué que 4 buts. Tiens, c'est étonnant. 4 buts seulement en déplacement. Les voici, les 4 buts lillois marqués à l'extérieur. Un pénalty de Garcia lors de la première journée. Et Lille prend 1 point à Lens. 7e journée, c'est un but de Farina lors de Metz-Lille. Un but partout entre les deux équipes. 20e journée, but d'Assadourian lors d'un Strasbourg-Lille. Là encore, un but partout. Et puis 24e journée, c'est le but de Bonaler. Mais Bastia battra Lille 3 buts à 1. Alors la mission s'annonce d'autant plus difficile et impossible pour Lille que Lyon reste sur une très belle série de 7 matchs sans défaite en championnat. Lyon-Lille avec Christophe Josse. L'affaire s'annonce d'autant plus délicate pour les nordistes qu'ils ne se sont jamais imposés à l'extérieur. Lyon doit évoluer face à une défense très renforcée. Les consignes, ne pas s'affoler et profiter de tous les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Message visiblement reçu, Roche est le premier à se signaler dangereusement à la 20e minute. Pas d'affolement, pas toujours de grande clarté, c'est pas bien grave. Lyon se montre de plus en plus précis. Roy se heurte cette fois-ci à Nadon, 2 minutes après la tête de Roche. La domination lyonnaise va crescendo. 35 minutes que le match a débuté. Le ballon remonte inlassablement devant les buts lillois. Nouveau décalage sur le très disponible Debat. Le Libérien choisit cette fois la solution personnelle. Et logiquement, 4 minutes avant la mi-temps, le salut arrive pour les Lyonnais. Gava incertain avant la rencontre, douleur à la cuisse, prouve qu'il n'a rien perdu de son sens du jeu. Maurice, en opportuniste, buteur, attendait ça depuis 41 minutes. 1-0. Le 11e but du jeune attaquant lyonnais depuis le début du championnat. L'OL mène le plus normalement du monde à la mi-temps. En deuxième période, rien ne change. Lyon repart avec les mêmes intentions. La seule différence, c'est que Lille doit plus se découvrir. La sanction arrive rapidement. 6 minutes de jeu en deuxième période. Sassus trouve Maurice. Voilà le travail. 12e but personnel pour le jeune Rhodanien. L'OL s'en donne à cœur joie. Derrière cette petite tête blonde bien rieuse. Bon baiser de Florian Maurice, les supporters sont comblés. Pourtant, pas vraiment le genre d'étreinte qu'affectionnent les Lillois. Oppressés, les nordistes lâchent complètement prise. Maurice est insaisissable. L'OL mène 3-0. 3 buts consécutifs de son buteur maison, ça s'appelle un coup du chapeau. C'est le premier de sa carrière. Et avec Florian Maurice, c'est toute l'équipe qui s'enflamme. Appréciez le mouvement. Debat, Gava, Debat. Du travail plus que bien fait, Lille s'en tire à bon compte sur ce coup-là. Euphorique, les Lyonnais en oublient un petit peu la rigueur défensive. Assadourian peut faire apprécier sa vitesse de course. Pour l'honneur, les Lillois reviennent à 3-1 quelques instants avant la fin du match. Mais ce soir, un homme était certainement un peu plus magique que les autres. Le premier hat-trick de sa carrière pour Florian Maurice. Voilà, c'est sûr que ça fait plaisir, mais disons qu'on essaie de leur faire plaisir une fois, du moins tous les 15 jours, car on a un public formidable qui vient en nombre au stade, et j'espère que cette année on va leur apporter une place en Coupe d'Europe. Le prochain adversaire de l'OL à Gerland, c'est le voisin Saint-Etienne qui viendra le 4 mars prochain. L'accueil sera, paraît-il, plus que chaud. Oh, il peut danser, Olmeta, elle est belle cette équipe de Lyon, elle confirme, elle reste deuxième, bien installée derrière le Football Club de Nantes. 16 buts ont été inscrits au cours des 8 matchs joués dans cette 26e journée. Je vous rappelle, Lens-Bordeaux, c'est demain 18h15 en direct sur Canal. Quant à Nantes-Martigues, match reporté en raison des conditions météo, peut-être reporté d'ailleurs à samedi prochain, jour de Coupe de France pour les autres formations. On va récapituler tout ça avec nos tableaux. Pour bien voir les victoires à l'extérieur du Havre et de Rennes. Dans cette 26e journée, c'est un petit peu la révolte des mal classés là. Victoire de Sochaux aussi.
Alors au classement, ça donne quoi? Nantes n'a pas joué et compte 5 points d'avance sur Lyon, toujours 8 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Mais Auxerre est en train de reprendre une place européenne. C'était Cannes qui occupait cette place auparavant. Attention, Lens joue demain. Deuxième partie du tableau, Bastia, Caen, Sochaux sont en position de relégable. Classement des buteurs, Loco doit se méfier de Caveglia qui revient à 2 longueurs. Wedek est toujours 3e, apparition de Maurice de Lasland qui est là et qui a marqué également ce soir. Le programme, alors jeudi 23 février, soirée spéciale sur Canal, ce sera un duplex. Vous verrez en direct les 2 rencontres, Saint-Étienne-Nantes et Paris Saint-Germain-Lyon. Une soirée qui débutera pour le football à 20h15. Mais avant, il y aura un grand match de basket, c'est Limoges en Coupe d'Europe. Il faudra suivre face, je crois que c'est face à Leverkusen, à vérifier quand même. On attaque la 2e division avec la 28e journée et le match qui était diffusé tout à l'heure en direct sur Eurosport entre Amiens et Marseille. Vous savez qu'à Marseille, il y a des problèmes de présidence. Bernard Cayazo a démissionné après 20 jours seulement de présidence. Il se plaint de l'omniprésence de Bernard Tapie et de Jean-Louis Levrault sur le club de l'Olympique de Marseille. Mais sportivement, pour Marseille, tout va très bien. La preuve encore avec ce déplacement à Amiens en images, avec des Marseillais qui ont fait une bonne opération en s'imposant 2-1. Un premier but inscrit par Joël Cantona à la 12e minute qui trompe le gardien Millet. On jouait à guichet fermé à Amiens, 8786 spectateurs. Et un deuxième but inscrit sur coup franc par Vignola à la 25e minute. Marseille mène alors 2-0. Juste avant la mi-temps, Amiens va réduire le score grâce à Lokouli qui profite d'un travail de De Bloc et d'Adam et qui trompe Fabien Barthez. Lokouli qui aura encore une occasion tout à fait à la fin de la rencontre. L'occasion pour l'égalisation. Un tête-à-tête avec Barthez et un ballon qui passe juste à côté. Défaite pour Amiens, victoire pour Marseille. 2-1, deuxième match à suivre dans ce jour de foot, c'est un Toulouse-Mulhouse avec une équipe de Toulouse qui va bien depuis quelques temps, qualifiée notamment aussi en Coupe de la Ligue. Mulhouse est 10e du classement et vient de concéder 2 défaites en déplacement. 2 défaites en encaissant 9 buts, 5 buts au Restart, 4 buts à Perpignan ce soir. Mulhouse était à Toulouse sous les yeux de Stéphane Le Goff. Et une rencontre qui a débuté très rapidement suivait bien cette mauvaise relance de Mulhouse qui profite ici à Calderaro. L'arbitre de touche lève son drapeau, l'arbitre central fait signe de jouer et le renard s'en va tout seul inscrire le premier but de la soirée après seulement 1 minute de jeu. 1-0 pour Toulouse et l'arbitre a eu raison de laisser jouer car c'est bien la fin mulhousien qui envoie sur orbite l'ancien parisien. 10 minutes plus tard, premier corner de la partie pour Toulouse, tête d'Arribagé, s'en mêle les crampons dans la surface, une balle qui revient pour Arribagé. Et deuxième but toulousain après 12 minutes, naïveté puis manque de sang-froid dans la défense alsacienne qu'elle paye content. Il est vrai que les chiffres ne prennent pas en sa faveur, puisque il y a 40 buts encaissés, soit la 2e plus mauvaise défense du championnat. Heureusement, Mulhouse a tout de même quelques cartes offensives dans son jeu de faire valoir, et notamment un as en la personne de Kouka, ici tout seul, qui passe 1, 2, 3 défenseurs, balle piquée sur Montagnier pour terminer, c'est au fond et c'est superbe. Kouka, le Brésilien, remporte la mise et réduit le score à 2-1. Il a inscrit à lui seul les 2/3 des buts mulhousiens cette saison et ce but a le mérite de relancer complètement cette partie. On a changé de côté et on se retrouve avec un corner en faveur de Mulhouse. Montagnier qui se loupe une première fois, puis une deuxième. Heureusement pour lui, ce sera sans conséquence pour Toulouse. Mais les Alsaciens se font de plus en plus pressants dans cette deuxième période. Centre. Et reprise ici de Kouka. Mais c'est sans danger pour Montagnier. Il sent que ça va mal et donne de la voix. Du coup, Nemetchek en bon capitaine montre l'exemple toulousain. Crochet, frappe du gauche, Kalou obligé d'aller voir le gazon d'un peu plus près. Finalement, le score ne bougera pas. 2-1 pour Toulouse et 4e succès consécutif. Dommage pour les Mulhousiens et Kouka, qui fut sans conteste l'homme du match.
Petit problème de son, mais on a vu l'essentiel avec la victoire de Toulouse sur Mulhouse. On va regarder tout ce qui s'est passé en seconde division. Ce soir, il y a eu pas mal de matchs de reportés, toujours en raison des conditions météo, notamment sur l'ouest de la France. Marseille a gagné. Je peux vous dire que Châteauroux a gagné, si Jérôme veut bien nous envoyer les tableaux. Voilà, Marseille, victoire à l'extérieur, victoire également à l'extérieur de Guignon à Valence, et victoire à domicile de Dunkerque, de Perpignan, de Châteauroux, de Buzyn face à Beauvais, et de Guingamp 1-0 contre Angers. Alors, au classement, Guingamp est en tête, Marseille compte un match en moins, un match qui sera joué le 15 février à Charleville. Apparition de Châteauroux à la 3e place, même nombre de points que Guignon certes, mais pour le moment, Châteauroux a le droit d'accéder directement en première division. Dans le bas du tableau, Angers, Beauvais, Saint-Brieuc, Nîmes, toujours à peu près le même quatuor qui est un petit peu à la traîne. Classement des buteurs de la Super D2, toujours Cascarino avec 2 buts d'avance sur Kuka. Programme 25 février, journée complète de Super T2. Je vous le disais tout à l'heure, la semaine prochaine sera consacrée à la Coupe de la Ligue, mardi et mercredi, à la Coupe de France, vendredi, samedi et dimanche. La Nationale 1 maintenant, j'ai failli être un petit peu surpris car on jouait également en Nationale 1, sauf en région parisienne, bien entendu, compte tenu de l'annulation de toutes les rencontres ordonnées par le président Jean Verbeek. Mais sinon, on jouait dans le reste de la France, dans le groupe A, avec Valenciennes tenue en échec par Poitiers 2-2, la victoire de Brest à Thouars, celle de Lorient à Fécamp. Voilà pour ce groupe A, le groupe B. Victoire à l'extérieur de Roubaix à Rouen et de Lyon-Duchère à Valoris, 2-1. Le basket maintenant, un rendez-vous avant de regarder ce qui s'est passé lors de la journée de basket. Rendez-vous demain dans l'équipe du dimanche à partir de minuit et en direct de Phoenix. Ce sera le All-Star Game. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Un grand spectacle du basket professionnel américain. Mais restons dans le championnat de France de basket cette fois pour découvrir avec notre tableau tous les résultats, avec la victoire du PSG Racing à Strasbourg. C'était vendredi avec 17 points notamment de Mériguet. Victoire de Dijon à Lyon, de Cholet à Gravelines, Levallois triomphe de Montpellier, pour Orthez devant Nancy, Le Mans-Antibes, on n'a encore pas le résultat. Villeurbanne-Limoges, ce sera demain à 16h. Toujours les All-Stars, tiens, je vous en parlais tout à l'heure, on va voir en images, vous allez avoir un avant-goût de ce que vont être ces All-Star Games demain à minuit dans l'équipe du dimanche. Bande annonce. C'est demain à minuit dans l'équipe du dimanche, une équipe du dimanche qui débutera dès 22h10 avec un grand match anglais. Manchester City, Manchester United, il y a eu des buts et beaucoup de buts. Un match italien, Bari, Juventus de Turin, et un match espagnol entre Santander et Barcelone. Un petit peu plus tôt, en fin d'après-midi à 18h15, je vous rappelle notre rendez-vous avec Lens-Bordeaux, un match de cette 26e journée de première division. Et on va un petit peu plus loin dans la semaine pour arriver jusqu'au mardi 14 avec un triplex organisé sur les quarts de finale de la Coupe de la Ligue à partir de 17h55. 3 matchs en même temps, triplex. Il y aura Paris Saint-Germain, Toulouse, Bastia, Guingamp et Châteauroux, Le Havre. Le dernier quart de finale sera retransmis en direct sur TF1, mais mercredi soir, 24 heures après. Voilà, c'est fini pour ce jour de foot. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Dracula, avec Jérôme Revon. On vous souhaite une excellente soirée. Salut.